Bonjour à tous, bienvenue dans Caps Lock, votre podcast consacré au métier du livre. Ici, on vous propose une manière différente de vous informer sur les professionnels qui font le livre aujourd'hui. Je suis Elisa Boulard et une fois par mois, je vous donne rendez-vous pour venir les écouter parler de leur métier. C'est parti. Grand format, livre de poche, livre numérique, livre audio. Plus la lecture se décline dans différents formats, plus la définition même du livre s'élargit pour recouvrir de plus en plus d'aspects du quotidien des lecteurs et s'adapter ainsi au monde qui change. Mais le livre audio n'est pas un nouveau format du livre. On pourrait même dire qu'il est le format le plus ancien, puisqu'il est le descendant de la tradition orale, qui puise ses origines dans les premières heures de l'humanité, bien avant que la population ne sache lire et bien avant que l'industrie du livre telle qu'on la connaît aujourd'hui ne naisse. Vous l'aurez compris, le livre audio n'est pas tout neuf. Et il existe en tant que produit culturel depuis longtemps aussi. On a tous déjà vu dans une librairie un présentoir avec des boîtiers CD de livres audio, notamment ceux des éditions Télème, les classiques lus par des grands auteurs. C'est un marché qui est en train de changer pourtant, puisqu'on peut aujourd'hui écouter de la musique partout, pourquoi pas écouter un livre. Dans les transports en commun, en voiture, en faisant du sport, en faisant le ménage, la lecture s'invite dans tous les aspects de la vie et retrouve peut-être un peu de ce qu'elle était avant de devenir une activité solitaire. Aujourd'hui, je reçois 2 professionnels pour parler du livre audio, de ses usages, du marché et de comment il fait grandir le livre. Valérie Lévy-Soussan et Julie Cartier, bonjour. Bonjour. Donc vous passez de l'autre côté du micro puisque c'est vous que l'on enregistre aujourd'hui. Donc Valérie Lévy-Soussan, je vais commencer par vous. Vous êtes directrice générale d'Audiolib depuis 2007 et aussi une pionnière du livre audio en France. Vous avez travaillé pour Audible avant que la marque ne se fasse racheter par Amazon en 2008. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans le concept du livre audio, il y a un petit côté régressif ? On y retrouve un peu le plaisir de se faire raconter une histoire comme quand on était enfant. Est-ce que selon vous, cette nostalgie contribue-t-elle un peu au succès grandissant du livre audio en France ? Je crois que le fait de le voir comme une régression au plaisir de l'écouter quand on était enfant, c'est en fait une construction relativement récente. Parce que comme vous l'avez justement dit, la littérature orale, le fait d'écouter des livres, d'écouter même des auteurs lire leurs livres, des comédiens, c'est quelque chose qui a toujours été assez courant au 19e siècle, au début de ce siècle. Et les gens ne se sentaient pas enfants quand un auteur ou quand Paul Valéry ou Mallarmé lisaient leurs poèmes. Ils se sentaient pas en position infantile. Donc je crois que c'est vraiment récent que on se dit que on est en position infantile et de plaisir infantile quand on écoute. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le plaisir, je dirais la voix humaine et le langage et tout, la première confrontation qu'on a avec le langage, c'est par la parole, c'est par l'écoute. Et donc après, bien sûr, ce sont les histoires, etc. Donc dans ce sens, oui, mais le voir comme quelque chose de réducteur, là, je pense que c'est récent. C'est vrai que le livre audio a récemment, en tout cas, été cantonné, dans l'imaginaire des gens, à des gens qui ne peuvent pas lire ou qui sont enfants ou qui sont illettrés ou que sais-je. D'accord. Alors que prendre vraiment cette dimension-là de l'écoute, de l'oralité, de la langue, en fait, c'est vrai que c'est un plaisir qu'on a connu enfant mais qu'on peut connaître tout à fait adulte. Bien sûr. C'est peut-être parce que maintenant, il n'y a plus que les enfants qui se font lire des histoires, mais c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, les adultes se faisaient lire des histoires. Effectivement, oui, autant que les enfants. C'est absolument pas récent. Donc Julie Cartier, vous êtes donc directrice de Lizzy, c'est le label de livre audio d'Editis qui s'est lancé tout récemment, en juin 2018. Qu'est-ce que vous retrouvez du métier d'éditeur dans celui d'éditeur de livre audio ? J'y retrouve plein de choses, en fait. La première chose, c'est que comme un éditeur de livres de poche, on choisit les livres qu'on va publier. Donc, il y a la question de la ligne éditoriale qu'on veut donner à son catalogue. Je pense que Valérie a eu le plaisir de faire ça pendant 10 ans avec un grand succès. Donc, voilà. Et puis, il y a un travail éditorial qui est très lié à l'audio, pour le coup, qui est, c'est comme ça que nous, on l'envisage, c'est de choisir une voix qui va porter le texte. Et ça, c'est une forme éditoriale. C'est un choix très subjectif, c'est un choix d'éditeur, ouais. Et puis ensuite, il y a tout le travail avec le studio et sur la direction d'acteurs, sur
qu'est-ce qu'on veut, comment on veut que le comédien traduise le texte, fasse vivre le texte. Et là, pour le coup, c'est spécifique à l'audio. Métier. Effectivement, ouais, ça ressemble peut-être plus au métier de l'audiovisuel ou peut-être même de metteur en scène, en fait, finalement, le fait de produire un livre audio. Au moment de l'enregistrement, au moment de l'enregistrement. Oui, il y a un peu de mise en scène au sens, c'est pas physique pour le coup, c'est juste la voix, mais oui, il y a de ça. Il faut donner transmettre l'intention qu'on veut que nous on interprète du texte, c'est-à-dire on ne sait pas forcément comment l'auteur a voulu que ça s'exprime oralement, et il faut l'interpréter et ensuite le faire exprimer par le comédien. Donc, Julie Cartier, justement, vous avez récemment enregistré Une fille comme elle, qui a été lue par l'auteur lui-même, par Marc Lévy. Qu'est-ce que pensent les auteurs du livre audio et est-ce qu'ils sont tous des bons interprètes de leur propre livre ? Alors, sur la première question, sur ce que pensent les auteurs des livres audio, je pense que la plupart sont assez fiers quand on leur dit qu'on veut faire interpréter leur livre. Beaucoup ont envie de le lire, mais pas tous. Il y en a aussi beaucoup à qui ça vient même pas à l'idée. Et ensuite, ceux qui ont envie de le lire ne sont pas tous capables de le lire, en fait. Marc Lévy, c'est un peu une exception. Bon, c'est des exceptions assez nombreuses quand même. Il n'est pas unique du tout, mais il a une belle voix. Déjà, il a une très belle voix. Mais une lecture d'auteur, c'est jamais comme une lecture d'acteur. Bon, j'ai pas une expérience aussi longue que la vôtre, Valérie, mais j'y vois vraiment quelque chose de différent. D'abord parce qu'il est impossible de lui dire non, là, moi, je le vois pas comme ça. C'est pas son d'accord. texte. Non, mais on le lui dit, mais si lui, il tient à l'enregistrer comme ça, il y a un moment donné. Non, évidemment, on peut le conseiller, mais il a quand même. Bien sûr qu'il porte plus l'œuvre qu'un interprète, quoi, forcément. Et puis, c'est quand même un métier, donc c'est différent. Après, elle apporte aussi une proximité avec l'œuvre. Que les auditeurs, les lecteurs de livres audio ont envie d'avoir aussi. Bien sûr. Que l'auteur porte son texte. Ouais. C'est comme une intimité de plus avec l'auteur. En fait. Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je crois que c'est assez juste. Il y a, les auteurs aiment bien en général, ils sont contents que leur œuvre vive de différentes façons. Là, c'est une façon qui est très proche de l'œuvre initiale, c'est pas une adaptation, etc. Donc, ils sont plutôt confiants. Après, sur la lecture d'auteur, peut-être plus tard, on va parler des interprètes, mais c'est vrai qu'un auteur va interpréter moins son œuvre, il va plus la lire, et effectivement, on aura l'idée du rythme plus intime de l'œuvre et tout. Maintenant, effectivement, pour des œuvres qui sont plus romanesques et tout, c'est plus rare de les confier avec les auteurs parce qu'il y a beaucoup de voix, parce qu'il y a beaucoup d'effets, et un comédien aura plus de métier pour ça. Ça ne veut pas dire que la lecture d'auteur, effectivement, il y a quelques rares auteurs qui lisent vraiment bien, y compris des romans d'aventure, mais sinon, effectivement, ce sera plutôt des auteurs stylistes. Nous, on avait commencé avec Jean Echnoz ou avec Philippe Grimbert qui avait l'habitude de parler, puis c'était une œuvre autobiographique, donc il y a le style, il y a le côté autobiographique de l'œuvre, voilà, ça donne effectivement de belles lectures d'auteur, et puis après, c'est en fonction vraiment des affinités et tout, mais c'est vrai que côté public, le public aime bien aussi les comédiens et aime bien justement cette variété qui est introduite par les comédiens. Donc il n'y a pas vraiment une règle, et ça je dirais que c'est aussi le travail de l'éditeur. On est producteur dans ces cas-là, et c'est notre travail de voir si c'est adapté. Il nous est arrivé de décourager des auteurs après avoir fait un essai. Et il est arrivé aussi d'être totalement surpris par la qualité d'une lecture d'auteur. C'est arrivé par exemple avec Pierre Lemaître qui a lu pendant 16 heures, alors qu'au début on s'est dit oulala, 16 heures avec des tas de personnages, des trucs, et en fait, il savait vraiment ce qu'il voulait, quoi, et il savait faire. D'accord. Donc voilà, ça fait partie du métier, et ça peut être effectivement de temps en temps délicat. Il arrive effectivement quand c'est des textes autobiographiques que finalement il n'y ait que l'auteur pour le lire. Oui, parce que on a enregistré par exemple le livre de Cali où il raconte sa propre histoire et son enfance. On a essayé avec un comédien, mais on n'entendait plus cette petite voix d'enfant. Il n'y a que lui qui a réussi à le porter, malgré son petit accent qui, au début, on s'est dit, 6 heures d'accent, bon. Mais en fait, il n'y a que celle-là qui passait. Ouais. Donc, puisqu'on parle des interprètes, donc j'ai connu pour ma part une première expérience malheureuse avec le livre audio. Et je souscris aux 47% de Français pour qui la voix de l'interprète compte presque plus que l'auteur ou même que le prix.
Et je me demandais, est-ce qu'il existe des cours ou des écoles de lecture à haute voix pour les comédiens ou des formations? Alors, je crois que maintenant, il se montrent quelques formations, mais d'après mon expérience, c'est vraiment une bonne formation théâtrale. Mmh. Et toutes les formations D'accord. théâtrales, effectivement, n'intègrent pas de l'impro ou de la lecture, mais c'est ce type de formation-là. Et c'est pour ça qu'on vraiment on travaille qu'avec des comédiens. On travaille très peu, enfin occasionnellement avec des amateurs, mais c'est vraiment des comédiens qui ont une solide formation, ceux qui sortent du conservatoire, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Je veux dire, c'est ou certaines écoles, effectivement, il n'y a Mmh. pas que le conservatoire, mais avec un certain type de cours qui est de lecture, qui est d'interprétation, qui est d'impro aussi. Mmh. Voilà. Et il y a donc des techniques. Daniel Mesguich, avec qui on a travaillé, on parle très bien, je veux dire. Et c'est vraiment important. Oui, c'est une formation particulière, mais qu'ont en principe les comédiens de théâtre. Et je dis bien de théâtre. D'accord. Il y a, Julie? oui, au Conservatoire supérieur de Paris, ils ont un exercice usuel qu'ils font, qui est de lire à haute voix devant les autres, en fait. D'accord. Et je trouve que dans les écoles françaises, hein, pas les écoles de théâtre, l'éducation nationale, Mmh. on méprise l'oralité, et le fait de s'exprimer devant toute la classe, Ouais. ce que font beaucoup les anglo-saxons. Mmh. Oui, Et plus qu'en donc France, voilà, effectivement. donc Ouais. on a peu de gens, enfin, à part ceux qui ont une formation de théâtre très solide, qui sont Mmh. capables de s'exprimer, de lire à haute voix. Le Valérie? mois dernier, on faisait, il y avait un événement qui avait été organisé par le Syndicat national de l'édition et hébergé par la Comédie Française. Mmh. Et à cette occasion, il y avait Daniel Pénac qui a eu un très joli mot qui disait avant la lecture orale était proscrite et maintenant il faut qu'elle soit prescrite. Mmh. À force de dire lecture silencieuse, etc., on n'a pas poussé à lire à haute voix, à s'exprimer et à apprendre à maîtriser, à s'entendre, à écouter les autres, à écouter un texte. Et ça, c'est vraiment une façon de lire, une façon de s'habituer Mmh. à l'oralité. Maintenant, on va faire un livre audio qui s'appelle La parole est un sport de combat, il y a Mmh. eu un film aussi Oui, là-dessus. à haute voix. Comment l'éloquence permet beaucoup de choses dans la vie et comment on peut apprendre à Mmh. parler. Et bon, lire, c'est encore autre chose, mais c'est de cet ordre-là quand même. Mmh. Donc depuis, 2017, on entend énormément parler des podcasts, Caps Lock en est un exemple. Il y a même certaines radios qui ont lancé leur propre programme de podcast natif, donc dédié à l'écoute en streaming ou en téléchargement. Je pense notamment à la série Astadente qu'a lancé France Culture, en début d'année, début 2018. Donc vous avez aussi le site podmust.com qui s'est donné pour mission de recenser tous les podcasts de France. Il en compte plus de 200 aujourd'hui. Donc on a aussi un certain nombre de personnalités qui ont lancé des fictions audio natives, comme les youtubeurs Cyprien ou Antoine Daniel. Donc des fictions natives qui sont elles-mêmes des héritières de séries comme Le Donjon de Naheulbeuk, c'est une série loufoque qui était diffusée gratuitement sur Internet au début des années 2000. Donc, selon vous, donc Valérie ou Julie, d'où provient cet engouement pour le contenu audio à la demande? Qu'est-ce que recherchent les gens dans cette recherche de l'audio? Je crois que vous l'avez dit, l'audio, enfin la clé là-dedans, ça réside dans le à la demande. Mmh. À la demande et au moment où on veut. C'est-à-dire que l'audio, de toute façon, on a toujours écouté de l'audio. Je veux dire, la radio, c'est pas récent, hein. On a toujours écouté la radio, on a toujours écouté des disques, etc. Maintenant, ce que permettent les nouvelles technologies de diffusion, etc., c'est le fait de pouvoir écouter quand on veut. Mmh. On a des téléphones portables, les réseaux, c'est plus un problème. Donc on peut accéder à ce qu'on veut au moment où on veut. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui change vraiment. Parce que sinon, je dirais, tout était là. Vous avez parlé du Donjon de Naheulbeuk. Je me souviens que mon fils m'avait fait écouter ça à l'époque. Ou des émissions radiophoniques, des feuilletons radiophoniques dans les années 50, 60, 70. Mmh. C'était très, très suivi. C'était très, très écouté. Simplement, bon, voilà, c'est un peu tombé. Et là, ce nouvel usage en balade, en mobilité, a fait un regain d'intérêt. En plus, effectivement, comme les gens, et notamment les jeunes, ont souvent des portables à la main, sont en train de lire d'un côté, bon, voilà, font souvent des choses en double tâche. Donc, ça permet, le fait d'écouter contrairement à l'image, ça permet quand même de faire autre chose ou de se reposer les yeux, etc. Donc, voilà, il y a une vertu comme ça du son qui est, on est sollicité par plein de choses, par des écrans, etc. On peut se retirer un petit peu,
et S'isoler, écouter, et s'isoler d'une autre façon, quoi. Être comme on s'isole d'ailleurs pour lire un livre, je veux dire, là, on s'isole dans un autre univers. Et c'est vrai, comme on le disait au début de votre émission, que la parole a un pouvoir très, très prenant, très enveloppant et émotionnellement très, très fort. C'est vrai que c'est la seule Julie? chose qui permette de faire autre chose en même temps. Et Oui, effectivement. Oui, voilà. en plus, il y a le côté Il y a le côté polyvalence. mobilité, Ouais, le côté effectivement. polyvalence. Donc, Julie, le livre audio, aujourd'hui, c'est un moyen de découvrir ou bien de redécouvrir les livres? Je pense que ça peut vraiment être les deux. C'est un moyen de redécouvrir autrement une œuvre qu'on connaît déjà, qu'on a déjà lue, par exemple, mais c'est surtout un moyen d'amener un texte, quel qu'il soit, à des gens qui n'auraient pas forcément lu le texte, fait l'effort de le lire, mais qui sont bien contents qu'on le leur apporte dans un rapport qui est quand même plus facile que la lecture silencieuse, en fait. Et c'est un moyen de découvrir le plaisir de la littérature, puisque le livre audio donne aussi une accessibilité autre au texte. Comme il y a l'interprétation, le rythme des phrases est donné par la voix, souvent des textes un peu difficiles deviennent accessibles au plus grand nombre. Je prends comme exemple Bateau de Proust, mais Proust à lire, La Recherche du temps perdu, à lire tout seul, ça demande vraiment un effort pour trouver le rythme des phrases, pas se perdre. Quand quelqu'un lit, en plus là celui que j'ai lu c'était des grandes voix plutôt, il imprime son propre rythme au texte qui devient d'un coup plus accessible. Oui, effectivement. Et ça peut être aussi une occasion pour apprendre une langue. Le fait d'entendre des livres audio en anglais ou dans c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Ouais, effectivement. Lorsqu'un livre est disponible en papier, en numérique et en audio, est-ce que la cible des lecteurs est la même? Ou quel que soit le format, et comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour atteindre en fait les lecteurs? Quels sont vos moyens de promotion en fait pour atteindre les lecteurs? Je dirais la cible. On parle de lecteurs, mais je crois que de toute façon, quelqu'un qui est lecteur sera lecteur peut-être dans tous les formats. Donc je pense que peut-être avec le livre audio, on a envie d'élargir le cercle de lecteurs, même si on reste un marché de niche, on est un petit marché, mais on veut élargir justement avec des gens qui ne rentreraient pas forcément dans une... Enfin, il n'y a peut-être pas de librairie près de chez eux ou des choses comme ça, mais globalement, toutes les enquêtes nous montrent que ce sont des gens qui lisent ou qui ont lu, qui n'ont plus le temps de lire, etc. Donc, on est quand même sur une cible de lecteurs, même si le livre audio, effectivement, permet d'élargir à des gens qui, par exemple, ne se verraient pas voir un livre très épais et se disent « Oh là là, j'aurai jamais le temps de le lire, je le repose ». Là, on sait qu'on peut le découper plus facilement. Mais sinon, je crois qu'on a montré dans les études qu'il y avait un fort recoupement entre les gens qui lisent du livre numérique et qui lisent, qui écoutent du livre audio. Ça, il y a un fort recoupement. Alors peut-être c'est juste le biais technologique, le fait que quand on écoute quand on lit des livres numériques, qu'on a pu les télécharger, etc., qu'on n'est pas rebuté par des supports, par des supports technologiques. Mais pas seulement. Je pense que le recoupement, il est vraiment entre toutes ces méthodes et qu'on lit différemment à différents moments. Moi, professionnellement, je lis beaucoup de livres numériques. Je vais lire pour mon plaisir des livres au format papier et quand je prends plus de temps, et j'écoute bien sûr des livres audio et notamment quand je suis en voyage. Donc voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Quand ils travaillent chez eux, ils travaillent sur un écran et donc ils peuvent écouter. Mais avant de s'endormir, ou ils écouteront, ou ils prendront un livre. Enfin, en tout cas, il y a une très forte corrélation effectivement entre la lecture numérique et la lecture audio. Après, c'est vrai que le fantasme, c'est d'aller chercher les gens qui ne lisent pas. En découvrant l'expérience audio, chez nous, on l'a aussi rapproché un peu de l'expérience de regarder une série télé comme on peut les regarder maintenant, c'est-à-dire quand on veut, justement, au moment où on veut. Et on s'est dit que c'était un usage qu'on pouvait peut-être rapprocher un peu du livre audio et donc essayer d'aller chercher les gens qui aiment les séries, parce que l'audio peut aussi avoir un peu cette chose addictive de j'écoute 2 chapitres, puis demain j'écouterai 2 autres chapitres, notamment pour tout ce qui est littérature populaire, le thriller, les choses rythmées un peu comme ça. On a envie d'aller chercher ces gens-là aussi. D'accord.
Et donc la deuxième partie de ma question, c'était est-ce que vous investissez beaucoup dans la publicité pour promouvoir vos livres audio et pour promouvoir la lecture audio en général et comment vous Je faites? crois que de toute façon, oui. Enfin, il y avait beaucoup de petites maisons d'édition de livres audio qui n'ont pas forcément les moyens d'investir en publicité, en promotion. Donc, qui vont plus investir dans la relation commerciale, aller voir les libraires, etc. Ou être dans des salons. Mais c'est toujours important de se faire connaître, de faire connaître son catalogue. Nous, il y a 10 ans, quand on s'est lancé, effectivement, on a, depuis 10 ans, investi chaque année beaucoup en publicité, enfin beaucoup. On est quand même dans l'édition, donc on est voilà, on n'est pas non plus. Mais je veux dire, on a quand même investi en présentoir, en pub, tout en sachant que bien sûr, si on faisait de la publicité ou de la promotion pour le livre audio, ça profiterait un peu à tout le monde. Il y a maintenant des distributeurs numériques, Audible aussi a investi depuis 3 ans à peu près. Mais c'est important de montrer aux gens déjà en France que ça existe, parce que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus courant, tandis que là, en France, il fallait montrer qu'il y avait autre chose que des classiques ou des poèmes disponibles, ou des histoires pour enfants disponibles en livre audio, qu'il y avait autre chose. Donc ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, effectivement, peut-être essayer de faire écouter un petit peu. C'est vrai qu'on a communiqué dans de la radio, dans des podcasts. Bon, il y a la presse magazine, bien sûr, mais c'est toujours un peu coûteux. Donc voilà, on essaye de répartir aussi. On a, il y a toutes les méthodes, un peu de sponsoring, un peu. On a essayé, je veux dire, beaucoup de choses. Et puis il y en a qui marchent, il y en a qu'on a envie de changer, il y en a. Mais je crois que c'est vraiment, en 2 mots, c'est quand même important. Quand on peut le faire, il faut le faire. Alors après, il faudrait aussi pouvoir parler de chaque livre, mais là, on va se retrouver avec la même problématique et peut-être un peu moins de moyens que les éditeurs de poche, où très souvent, en termes de presse et tout, quand on veut parler du livre de poche, oui. D'accord, on en a déjà parlé quand il est sorti, donc qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, ou le film, quand le DVD sort, on n'a pas beaucoup de choses nouvelles à dire. Sauf que là, il y a quand même la lecture. Il y a la dimension orale qu'on a donnée au livre, qui est sorti peut-être 3 mois avant, 2 mois avant. Et là, le fait d'avoir si on veut avoir de la presse, ou d'avoir des journalistes ou d'avoir des relais qui écoutent le livre et qui disent « Ah oui, ça c'est intéressant » ou « Voilà, je l'ai écouté ». Là, avec nous, on peut dire autre chose. Il y a certains, et là, il faut vraiment, faire un certain travail pour que, le mettre en main et pour avoir un avis sur la lecture. D'accord. Julie? Nous, on essaye effectivement de faire écouter le plus possible, faire donner le plus possible d'extraits, puisque c'est à la fois pour que les gens essayent. Enfin, dans l'étude, là, il y avait que plus de 80% des gens n'ont jamais essayé un livre audio. Donc, pour nous, un des enjeux, c'est de les faire essayer, d'essayer d'en convertir un grand nombre à cette pratique, mais au moins qu'ils essayent. Donc, on essaye d'échantillonner on a fait des campagnes de promo où on donne des échantillons à écouter. D'accord. Au lancement. Et puis, l'autre chose, c'est qu'effectivement, tout l'enjeu est de sortir de façon assez proche du livre papier et numérique pour pouvoir bénéficier d'un environnement de communication où on parle aussi du livre audio, mais pas que, parce qu'on a du mal, effectivement, à faire que les journalistes ne parlent que du livre audio, sauf si on a une grande voix, ou voilà. Mais alors que là, si on sort au moment du livre, ce qui n'est pas toujours possible, avec les délais, mais si on arrive à sortir à ce moment-là, on peut bénéficier de cet environnement de communication. Et nous, offrir aussi aux livres papier d'autres supports de communication sur lesquels eux ne vont pas, comme les podcasts ou les choses comme ça, ils ne vont pas trop. Donc nous, on peut leur offrir ça aussi, c'est un échange de bons procédés. Dans l'épisode 3 de Caps Lock, on a parlé de la prescription de livres et comment le web a fait un petit peu bouger la notion de recommandation. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des prescripteurs de livres audio? Est-ce que vous avez des blogueurs qui prescrivent du livre audio? Oui. Ça, on a des blogueurs réguliers qui vont chroniquer et qui écoutent des livres audio. On a aussi un prix Audiolib qu'on a démarré il y a 5 ans. Là, cette année, c'est la 6e édition. Et notamment, avec ce prix, justement, on a un jury de blogueurs qui écoute les livres, qui choisit dans une présélection, qui va les écouter et qui va chroniquer les titres de la présélection plus les suivants. Et ça, effectivement, c'est très intéressant. Et de toute façon, globalement,
globalement, moi, ce que j'ai vu ces dernières années, c'est quand même que voilà, la prescription sur Internet, les blogueurs et tout, c'est de plus en plus répandu et que je dirais le temps passé en termes de ressources marketing et humaines, etc., bascule quand même pas mal vers ces médias-là. Et il y a une certaine logique, puisque de toute façon, on sait que les gens qui podcastent vont sur Internet, ont plus de tendance à écouter des livres audio, donc forcément, c'est logique d'être dans cet écosystème. D'accord. Julie, chez Lizzie. Mais nous, on démarre, donc on n'a pas encore de communauté constituée. On s'appuie aussi sur les communautés des lecteurs d'Univers Poche et plus largement d'Editis pour l'instant. Oui. Mais bon, on va essayer de construire ça dans le temps. Petit à petit. Mais c'est vrai que pour nous, ça a été très important, effectivement, dès le départ, d'avoir un site Internet, d'avoir un truc, et de le construire peu à peu, et de construire cette audience, etc. Mais c'est vrai que les blogueurs, c'est bien aussi. D'accord. Merci à toutes les deux. Donc, on va faire une petite pause pub et on se retrouve juste après pour parler du marché du livre audio. Avant de continuer notre épisode, je voudrais adresser 2 remerciements à ceux qui ont rendu ce podcast possible. D'abord, 7Switch, la librairie numérique indépendante qui produit Caps Lock. C'est aussi là que je travaille. Sur 7Switch, on propose des livres numériques compatibles avec tous les écrans, même le Kindle. Et on propose également un système d'affiliation qui vous permet de devenir vous-même vendeur de livres numériques auprès de vos amis ou de vos fans et de toucher ainsi une commission sur chaque vente. L'adresse, c'est 7switch.com. Ensuite, je voudrais vous parler de Hardigan, un label de livres audio qui est produit ici, à l'endroit où on enregistre ce podcast. Ce sont des professionnels du livre audio et ils mettent à notre disposition leur beau studio et leur expertise. Ils savent très bien raconter des histoires, alors si vous avez envie d'écouter un livre audio en voiture, dans le métro ou dans votre salon pendant que vous tricotez, allez faire un tour sur hardigan.fr. Le premier livre audio est gratuit. En deuxième partie de notre podcast sur le livre audio avec Valérie Lévy-Soussan d'Audiolib et Julie Cartier de Lizzie, on va parler marché et commercialisation. C'est toujours un peu la formule de Caps Lock, on parle marché en deuxième partie. Alors ma première question va porter sur le livre audio physique. Donc Valérie, je me tourne vers vous. Ça semble très anachronique aujourd'hui le CD, pour moi en tout cas. Est-ce que c'est un format physique qui va perdurer ? Est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui pour une certaine typologie de lecteurs ? Je pense que, comme pour tout, les choses, elles évoluent plus ou moins rapidement. Mais elles évoluent pas pour tout le monde de la même façon. C'est-à-dire qu'effectivement, pour des gens de votre génération, ils n'ont plus de lecteur de CD dans leur ordinateur portable. Ils ont souvent pas de voiture, donc de toute façon, voilà. Moi, j'en ai une, mais j'ai pas de lecteur de CD dans ma voiture. Ils n'ont pas de lecteur de CD dans leur voiture, c'est du Bluetooth, etc. Donc c'est une génération qui est plutôt dans le tout numérique et dans le tout dématérialisé. Donc effectivement, pour celle-là, le CD n'est pas forcément la bonne réponse. Et c'est, à mon avis, notamment pour ça qu'on voit depuis 2-3 ans les usages en numérique et en téléchargement qui augmentent très très rapidement. Maintenant, il y a tout un tas de gens qui vont en librairie, qui aiment bien l'objet matériel. Alors c'est vrai qu'un CD, et puis vous aussi, chez Lizzie, vous attachez de l'importance quand même à la fabrication, au boîtier, à l'image qu'il y a sur la couverture. On est quand même dans un univers du livre et dans un domaine de lecteur. Donc je dirais qu'un objet bien fait, avec une jolie couverture et tout, ça porte de la valeur. Et ça peut s'offrir. Ça peut se prêter, ça peut aller en bibliothèque, voilà. Donc il y a pas mal d'usages qui ont trait au côté matériel, qui ne sont pas encore aussi développés dans l'ère du dématérialisé. Il y a aussi des personnes plus âgées le livre audio est un objet de cadeau, là, si on parle de marché, il est très offert. Il peut être offert à des gens jeunes, des jeunes lecteurs, bien sûr, mais aussi des jeunes lecteurs. Donc pour les enfants, etc., le numérique, c'est pas évident parce que les parents veulent pouvoir avoir un contrôle. Donc il y a des tas d'initiatives, des tas de choses qui se développent pour les enfants, mais quand même, ils ont quand même encore des CD. Il y a toujours un lecteur de CD à la maison, que ce soit le lecteur de DVD, que ce soit l'ordi, il y a tout ça. Les personnes âgées aussi. Les personnes âgées, elles, on peut leur donner des tablettes préchargées, mais là encore, c'est des choses, des modèles compliqués, etc. Oui. Donc, je dirais que cet objet CD, qui en plus ne se perd pas, se casse pas beaucoup et tout, est quand même quelque chose qui perdure. Et par ailleurs, c'est vrai que nous, on s'est lancé il y a quelques années et on travaille
travaille pas mal quand même avec les libraires. Les lieux en France où on achète des livres, c'est des librairies ou des grandes surfaces spécialisées, etc. Et donc, pour être dans cet environnement de livres, on n'y va pas avec une clé USB ou une carte à puce. C'est vraiment quelque chose. Alors, le CD, c'est en plus un objet auquel on attache pas mal de valeur. C'est marrant parce que quand on a commencé, on nous a dit, vos livres audio, il y a des secteurs où on n'est pas, c'est-à-dire on va pas être, je sais pas moi, dans les stations d'essence. Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit, mais on les vole beaucoup. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien voler des CD, quoi. Beaucoup plus que les livres. D'accord. Donc, je pense qu'en tout cas, pour quelques années encore, on peut faire cohabiter pour des cibles différentes et des publics différents, des supports différents. Donc, vous parliez d'avant des débuts d'Audiolib. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment, finalement, était le marché du livre audio en 2007, à l'époque où Audiolib a été créé ? Est-ce qu'on pouvait parler de marché ? Quels étaient les points de vente ? Non, on peut toujours parler de marché. Moi, je me suis intéressée donc au marché du livre audio en 2005, à peu près. Et effectivement, à cette époque, je regardais plutôt sous l'angle de, à la fois l'objet, le marché du CD audio et à la fois l'avenir du téléchargement. Mais à l'époque, le téléchargement ou le numérique, je veux dire, il y avait quasiment pas de smartphone, il y avait des téléphones, mais il n'y avait pas de smartphone, il y avait des lecteurs MP3 qu'on pouvait brancher, et tout était extraordinairement plus compliqué au niveau technologique, et en fait, ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Internet, il y avait des questions de débit, c'était assez compliqué. Et en termes donc de marché de CD, il y avait un marché très très orienté en France, en tout cas vers le livre jeunesse et les classiques. Donc il y avait quelques éditeurs, mais pas beaucoup, qui faisaient des livres contemporains. Moi, à l'époque, je travaillais pour France Loisirs, le club de livres, et donc on avait créé des pages audio et on commandait des livres audio à certains éditeurs de livres audio parce que il fallait qu'on trouve des titres qui correspondaient à notre clientèle qui était assez large et qui n'avait pas forcément envie de lire des classiques. Et donc là, on a commencé à s'intéresser à l'offre et à regarder. Et effectivement, c'était du classique, c'était du document avec les éditions Frémaux, vous avez cité Télème, il y avait les éditions des femmes, il y avait Gallimard qui faisait de la jeunesse et un peu de livres, mais Gallimard. Et on s'est rendu compte que certes, le marché du livre audio adulte n'était pas très développé, était vraiment petit, mais il n'y avait pas beaucoup d'offres. Donc, l'enjeu, ça a été ça, quand on s'est créé, c'est de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vend aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, où le livre audio est vraiment tout à fait dans la pratique. C'est des livres contemporains. Et donc, c'est ça qu'on a voulu développer pour faire exister ce marché. Et de fait, au départ, les gens disaient non, mais c'est bien pour les classiques, c'est bien pour les grandes voix, etc. Et peu à peu, en tout cas, nos résultats ont montré que quand c'était bien réalisé, quand on réussissait à le trouver un peu partout, parce que c'était aussi ça le problème, les gens, il y avait une demande pour ces livres audio, mais encore fallait-il le montrer et tout. Et quand vous parlez d'un marché, effectivement, il était très malthusien, ce marché. C'est-à-dire qu'il y avait de petits éditeurs passionnés par leur pratique artistique, ils sont tous de toute façon très, très passionnés avec des spécialités, et simplement, en termes de distribution, etc., ils n'avaient pas accès aux grands réseaux de libraires, aux Fnac, ou alors ils se trouvaient dans le mauvais rayon, ils avaient un diffuseur de disques, donc ils allaient se retrouver, le livre audio enfant était au rayon musique, où les documents... Les distributeurs papier ne distribuaient pas... Les distributeurs de maisons d'édition, je dirais, ne distribuaient pratiquement pas de livres audio. Je pense qu'il n'y avait que Gallimard qui avait, qui avait sa diffusion-distribution et qui distribuait les livres audio d'Écoute et Lire. Mais ça passait par le disque, en fait. Voilà, ça passait par le disque. Et puis Gallimard, eux, ils avaient vraiment une spécialité quand même de livres audio plutôt pour la jeunesse. Il y avait un catalogue. Donc, du coup, leurs autres livres audio se retrouvaient un peu... Et quand on a débuté donc chez Hachette, c'était vraiment important, je veux dire, avec les éléments de prix, les éléments de couverture, de proximité, de la parution, etc. La diffusion était quelque chose d'essentiel. Et le fait de se dire, on vise des lecteurs et on va se retrouver, donc on veut une diffusion en librairie ou en grande surface spécialisée, etc. Le fait d'avoir la diffusion d'un grand éditeur, ça a été vraiment important. Du coup,
important, efficace, mais du coup, c'était un message qui a été donné au marché. Les autres éditeurs audio se sont trouvés aussi des partenariats, des formules, et il y a une espèce d'émulation comme ça qui a fait que du coup, les autres commerciaux, les autres trucs, ils sont allés voir, et il y a un rayon audio qui à un moment était un peu, voilà, entre la poussière, entre la poésie et le théâtre, planqué dans un coin et tout, qui a commencé à s'amplifier. Alors, faut pas non plus s'illusionner, c'est pas un rayon immense, mais quand même, ça s'est vraiment structuré. Oui. D'accord. Tout à l'heure, vous faisiez un parallèle entre le marché du livre audio et le marché du livre numérique. Julie, est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui comparer le marché du livre audio à ce qu'était le marché du livre numérique il y a 10 ans? Il y a 10 ans, il y avait à peine Apple, Amazon qui étaient arrivés. Enfin, il y avait très, très peu de points de vente. Est-ce que vous anticipez qu'il y a des nouveaux points de vente qui sont s'activer au fil des années, que c'est comme ça que le marché va prendre finalement? Ou est-ce que ça va plutôt passer par la demande des lecteurs qui vont pousser le marché vers le haut, ou plutôt par les points de vente qui vont le tirer vers le haut? Je pense que ça va d'abord passer par effectivement l'offre, plutôt par les éditeurs, bizarrement, parce que ce qu'on a observé dans les pays où le livre audio est beaucoup plus développé que chez nous, comme l'Allemagne ou les États-Unis, ou l'Angleterre ou la Suède, effectivement, où c'est énorme, c'est que le marché a décollé quand l'offre est arrivée. D'accord. C'est-à-dire quand il y a eu plus d'éditeurs, enfin, même si, ou que les éditeurs en présence ont augmenté leur offre. Après, je pense aussi que le nombre de diffuseurs, enfin, de libraires numériques, va aider grandement le marché à se développer. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y avait jusque-là qu'Audible, donc Amazon, et puis Kobo vient d'arriver, donc ça a aussi fait de l'émulation. Et puis, je pense que, comme pour le livre, l'e-book, les libraires indépendants aussi vont un jour trouver une solution pour vendre du livre audio numérique. S'ils veulent faire une offre globale de ce qu'ils ont en point de vente en version numérique, il faudra aussi inclure l'audio. Je sais qu'il y a déjà des entreprises qui travaillent là-dessus pour leur offrir des solutions informatiques, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est Valérie? une question aussi de poulet d'œuf, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a besoin, peut-être en France, il y a 6000 titres disponibles. Bon, vu le nombre de titres que les gens lisent, on peut se dire c'est beaucoup, mais il faut toujours avoir l'impression d'avoir une offre à profusion. Maintenant, pour développer l'offre, il faut aussi pouvoir vendre dans plein de canaux différents et faire augmenter le public et l'audience, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de vertueux, mais je pense qu'on est vraiment dans un cycle vertueux parce que les moyens technologiques sont là, parce que effectivement les distributeurs numériques ou même physiques, je veux dire, cherchent toujours de nouvelles sources de revenus, et quand ils ont une cible de lecteurs, ils ont envie de proposer plein de choses. Donc voilà, je crois qu'il y a un petit peu toute cette mécanique comme ça qui est en train de s'enclencher pour justement donner plus de choix, d'accès, qu'il y ait des formules d'abonnement, de vente à l'acte, et qu'il y ait un choix entre différents types de livres, différents types de réalisations même, etc. D'accord. Et vous parliez des points de vente, donc vous parliez d'Audible, Kobo, c'est les deux principaux points de vente de Non, il y a livres Apple aussi qui a proposé depuis longtemps, iTunes depuis longtemps. Il y a Google qui s'y met aussi. Il y a Boucle d'oreille. Boucle d'oreille qui est une plateforme française qui est très spécifique, qui se développe aussi, mais presque, je dis pas tous les jours, mais je veux dire, il y a effectivement des distributeurs numériques aussi qui veulent maintenant, jusqu'ici ils étaient sur l'e-book, mais ils voient que l'e-book, ça se développe pas tant que ça, ça stagne un peu, donc ils se disent, tiens, si un client d'e-book sur 2 est susceptible d'acheter un livre audio, il faudrait peut-être que j'ai une offre de livre audio. Et donc voilà, et qui s'y mettent aussi. Donc voilà, c'est quelque chose là qui se développe pas mal, et on n'aura plus à se dire, mais tiens, où sont les livres audio? Comment je les trouve? Bien sûr, Est-ce que je sais que ça existe? Si tout le monde a son rayon livre audio, que ce soit virtuel ou physique, on sera tous très contents. Ceci dit, j'ai lu dans l'étude sur le livre audio qu'effectivement, la notion de prix, c'était pas forcément quelque chose qui empêchait les gens de déclencher un achat de livre audio, que la perception n'était pas
Est-ce qu'il y a une plus grande perception, je sais pas, du travail que ça représente, des heures d'enregistrement, etc., pour les lecteurs? Je ne sais pas si, parce que pour l'instant, les lecteurs de livres audio, effectivement, sont aussi des gros lecteurs et qu'ils connaissent le prix d'un livre. Je pensais, oui. Le jour où on va commencer à aller chercher des gens qui n'ont pas cette référence-là, il faudra faire attention à bien expliquer justement pourquoi c'est cher. En gros, effectivement, la problématique, c'est que quand on regarde le marché du livre en général, quand on voit les meilleures ventes, etc., pour une semaine donnée, un mois donné, une année donnée, vous allez avoir des livres de poche. En gros, le marché, il est sur des livres de poche. Il y a quelques best-sellers qui se vendent énormément en grand format, on en connaît chacun, mais globalement, les gens, ils achètent plutôt du poche. Or, en audio, on n'arrive pas à être dans ces prix-là. C'est entre 5 et 10 euros. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, au début, quand le livre numérique s'était lancé, il y avait des études de prix psychologiques sur le livre numérique, mais les gens, ils disaient... De toute façon, c'était toujours trop cher, quoi. Pour trouver de la masse, il aurait fallu être effectivement entre 5 et 10 euros pour un livre numérique. Or ça, je veux dire, on ne peut pas développer, alors pour les éditeurs de la création et pour nous de la création sous une autre forme qui est la création du format audio, si on est sur ce type de prix. C'est vraiment compliqué. C'est un cycle, effectivement. Voilà, donc du coup, il y a des choses qui vont se construire peu à peu, mais c'est vrai que, voilà, pour l'instant, la valeur qu'on apporte à la création et qui, je crois, est quand même perçue, il suffit d'aller... Alors, il y a quelques contre-exemples, mais il y a des sites de téléchargement, de livres audio gratuits sur Internet. Il y en a toujours eu beaucoup. Des gens qui sont passionnés par ça, qui enregistrent des choses, etc. Bon, tout n'est pas mauvais, là. Mais franchement, très souvent, quand on va écouter des choses, il y a un petit peu de quoi faire fuir, quoi. Il suffit pas d'avoir de la bonne volonté et un home studio, etc., pour pouvoir enregistrer même un grand classique, justement. Donc, quand même, les choses ont un prix, il y a des comédiens, il y a un métier, etc. La question sera un peu la même. Alors après, il faut voir la logique économique, mais pour, par exemple, vous parliez de création native, de choses comme ça et tout. Quand c'est des radios qui font des podcasts natifs et tout, ils ont les studios, ils ont les moyens, etc. Il peut y avoir des gens sur Internet ou des initiatives, mais à ce moment-là, c'est une logique qui sera rémunérée différemment. D'accord. Je reviens un petit peu en arrière sur ce dont vous avez parlé pendant la pause pub. Vous remarquiez que Lizzie et Audiolib étaient chacune des marques adossées et à Editis et à Univers Poche et à Hachette, donc voilà, des groupes éditoriaux qui ont des maisons de poche. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer à nos auditeurs voilà, comment ça se passe, l'achat de droit pour le livre audio, comment c'est lié aux poches, etc. Enfin... Alors, l'achat de droit, il n'est pas lié aux poches. On choisit. D'accord. Seulement, c'est vrai qu'une équipe de poche, elle a des moyens, notamment de lecture, pour eux-mêmes faire leurs propres achats de droit, qui sont beaucoup plus installés que nous, puisque nous, en plus, on vient de se lancer, donc on démarre. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas lire 4000 livres dans l'année, mais je ne peux pas en lire 800 non plus dans l'année. Ce n'est pas humain. On est aidé par la structure de poche qui, elle, a déjà lu les livres. D'accord. Mais on n'est pas aidé à 100% non plus, parce que comme nous, on essaye d'être au plus près de la parution grand format, et que eux, en tant qu'éditeurs de poche, ils publient 1 an après, en général, ben, ils lisent pas si en amont que ça. D'accord. En revanche, ce qui est assez proche, je trouve, c'est quand même toute la dynamique commerciale, le fait que les équipes de représentants du poche connaissent tout le marché, ils connaissent vraiment un maximum d'auteurs, c'est très important d'avoir des gens à qui on n'est pas obligé de réexpliquer qui est cet auteur, quel est ce bouquin, voilà, ça c'est vraiment très bénéfique. Et en plus, nous, on a la chance d'avoir une équipe qui écoutait déjà des livres audio dans leur voiture, parce que les représ, je pense qu'ils sont tous comme ça, donc ils ont été assez facilement convaincus du produit. En fait, Valérie. Oui, les représentants, les équipes de représentants sont quasiment nos premiers clients. Je veux dire, donc, quand on s'est lancé, ça a été très important.
temps, ils ont été les premiers convaincus. Des gens qui passent des heures dans leur voiture, qui sont des lecteurs, puisqu'ils vont voir des libraires, ils lisent la production des uns des autres, etc. Ce sont les premiers qui nous ont fait un retour en disant, bah là, j'ai pas pu... voilà, je suis resté sur le parking pour écouter la fin du chapitre. Donc ça, c'est quand même très gratifiant. Mais c'est vrai que donc, en dehors de ça, de la connaissance du marché et tout, c'est vrai qu'on est sur un marché de droit second. Donc voilà, on travaille sur des livres qui sont déjà parus. On n'a pas le travail en amont éditorial, on en a un autre, qui est de faire une collection, d'équilibrer un catalogue, mais qui est effectivement de faire une veille du marché, alors que ce soit qu'on se limite à nos maisons d'édition ou qu'au contraire, on essaye de ce que font les éditeurs poche, je veux dire, d'aller voir d'où peut émerger. On ne sait jamais d'où peut émerger un succès. Il y a des grandes machines très rodées et il y a des grands auteurs qui se sont construits comme ça, année après année, pour arriver au succès. Ils ont rarement eu... Enfin, ça peut arriver, mais encore quand on a un succès one-shot, il faut le garder. Et c'est jamais un hasard de le garder au fur et à mesure des années. Mais sinon, il y a toujours plein de surprises, plein de découvertes. L'année dernière, je sais pas, il y a eu chez Grasset, il y a eu La Tresse. Je veux dire, bon, voilà, on a eu la chance de lire justement très vite. Voilà, on va aux réunions, rentrer, et puis on repère quelque chose. Les gens des droits nous disent, ah oui, ça, il y a un intérêt à l'étranger et tout. Et voilà, et on se dit, est-ce qu'on fait le pari ou pas? Alors des fois on attend, des fois on se dit, ah bah non, effectivement il faut lire. Et puis après on se dit, ah bah oui, mais il y a plein de succès surprises. Il y a quelques années aussi, sur Ta deuxième vie commence quand tu comprends qu'il n'y en a qu'une. C'est quelque chose qui s'est construit comme ça, peu à peu. On a lu, on voit. Et puis, le livre, à un moment, flambe et trouve un public. Puis après, ou alors, sur certains auteurs, c'est le poche qui fait le livre était très, très bien, mais voilà, c'était pas un succès en grand format. Et puis après, l'éditeur poche, avec d'autres moyens, d'autres réseaux, réussit à le faire. Voilà, donc toute cette veille, tout ce travail-là, il est un peu commun, effectivement, pas avec le même timing, mais avec le travail que font les éditeurs poche. D'accord. Donc on arrive à la fin de notre émission. J'ai encore 2 petites questions à vous poser. Maintenant, je voudrais vous demander quel est l'aspect que vous préférez dans votre travail. Julie? Et j'en suis encore à un moment où j'aime tout, en fait. Oui, bah oui, comme ça vient de commencer. Ouais, ça vient de commencer, on lance. Il a fallu tout penser, tout créer depuis rien, trouver un nom, convaincre des éditeurs de nous faire confiance. C'est ça, lancer le projet. Définir une politique marketing, et puis découvrir l'enregistrement, fonder des partenariats avec des studios, découvrir le travail en studio lui-même. Je crois que pour l'instant, tout me plaît encore. Bah, super. Valérie? Oui, non, je crois qu'aussi, au départ, voilà, on était une toute petite équipe, on faisait à peu près tout. Tous les métiers, donc voilà, forcément, quand on part comme ça, on connaît à peu près tous les aspects, et tous les aspects nous plaisent. Il y a effectivement l'aspect marketing, l'aspect éditorial. Bon, si on est dans ce type de métier, c'est qu'on aime lire, si on ferait autre chose, donc d'abord le fait de lire, de découvrir, etc. La partie de travail avec les comédiens, c'est vrai que moi maintenant je fais un petit peu moins, mais il y a quand même toujours quelque chose de très très intéressant. Et puis toute la partie commerciale, les négociations, les choses comme ça. Puis c'est toujours un plaisir de repérer des livres, puis de se dire, bah oui, à chaque contrat qu'on a, on est content. Et voilà, puis le fait de se dire, voilà, on va faire le casting, et puis d'écouter. Enfin, voilà, donc je crois que c'est un travail, en fait, très, très varié, et qu'on peut jamais, parce qu'on est quand même, même si on appartient à des grands groupes, on est quand même des petites unités, ce qui fait que, voilà, on peut encore apprécier un peu tous les aspects des vous êtes choses. des équipes de combien chez Audiolib et chez Lizzie? Bah maintenant, nous, on est à peu près 8. D'accord. 7-8. D'accord, 7-8. Et nous, on est 4 depuis le mois de juin. D'accord. Alors, question bonus, est-ce que vous avez une recommandation de livre audio pour nos auditeurs? Une recommandation? Bon, j'en aurais plein, on a 700 titres, donc ils sont tous très très bien. Ils sont tous bien. Ils sont tous bien, non. Là, moi j'ai un petit coup de cœur, mais il est sorti en mai. J'ai le livre audio d'un livre qui est de Martin Sutter qui s'appelle Éléphant.
qui était un livre qui est sorti aux éditions Christian Bourgois, qui est vraiment un petit bijou assez décalé. On a aussi un roman policier qui s'appelle La Daronne, de Anne Lorquer, qui avait eu un prix Polar SNCF et qui, là aussi, a un ton très, très décalé et tout. Et ça, ce sont 2 livres dont j'ai envie de parler, parce que sinon, bien sûr, on a, vous avez Marc Lévy, on a Guillaume Musso, on a le Joël Dicker, on a plein de choses, on a Sapiens, ça aussi, Sapiens, et maintenant Homo Deus, enfin voilà, c'est Doc qui marche très très bien, l'histoire mondiale de la France, mais voilà, on a des grands titres dont on a beaucoup entendu parler, et puis on a des petites choses, ou alors il va y avoir plein de belles choses à la rentrée aussi, hein. On aura le magnifique Archipel du chien de Philippe Claudel. D'accord. Julie ? Si on parle de notre rentrée, nous, on aura le Philippe Torreton, qui a un livre sur son père, qui s'appelle Jacques à la guerre, qui est très beau, qu'il a lu lui-même. D'accord. Et puis, dans nos livres de lancement, évidemment, c'est pareil, comme Valérie, on est hyper fiers d'avoir le Marc Lévy, Michel Bussy, le Jean Telet, mais il y a un petit livre jeunesse, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle 10 sur 10. D'accord. Et qui parle d'un petit jeune homme qui est dyslexique. Et comment le théâtre l'ouvre au plaisir des mots. Et je trouve que ça va très bien avec le livre audio. Et c'est Fred Testo qui l'a lu. D'accord. Qui l'a fait aussi parce que le projet lui plaisait. Donc, c'était une espèce d'alignement des étoiles sympa. D'accord, super. Caps Lock, c'est fini pour aujourd'hui. Valérie Lévy-Soussan, Julie Cartier, merci beaucoup d'être venue participer au 4e épisode de notre podcast sur les métiers du livre pour parler du livre audio. Merci aussi à tous nos auditeurs. Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Twitter et Facebook @podcapslock et vous abonner à notre chaîne YouTube, sur iTunes ou bien en ajoutant notre flux RSS sur votre application de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines émissions. Donc tous nos liens seront affichés sur le blog de 7switch. L'adresse c'est blog.7switch.com. On affichera aussi tous les liens de nos invités et tous les livres audio que vous leur avez recommandés. On se donne rendez-vous le mois prochain dans Caps Lock. À bientôt.